Great. Let's open with a word of prayer. Commençons par la prière. Holy God, we want to thank you that we could be here today. Dieu Saint, nous voudrions te remercier d'être présent ici. Chacun d'entre nous, dans son parcours personnel, Privilege a eu le privilège of not only being part of this movement, non seulement de faire partie de ce but mouvement, even not fully comprehending your will. mais aussi But to each de twist and turn, même si on ne comprend pas you have ta volonté gently pleinement, mais guided d'être each of guidé us avec douceur par toi through our individual life experiences à in travers this nos moment of expériences history. de la vie May each of us dans be l'histoire de cette terre en ce moment. grateful Que nous for all that you puissions have être done and reconnaissants, continue to do reconnaissantes for pour us. tout ce que tu fais et In continue Jesus' de name. faire pour nous. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Recording. So, the management of these classes, we're going to have 12 classes together. Donc on aura It's 12 classes ensemble. a bit convoluted because C'est un peu 6 of compliqué them will car be 6 d'entre elles closed with yourselves and 6 will be seront donc aux États-Unis et d'autres international seront or public, publiques à l'international. they jump back and forth one from another as we go through the weeks. Et donc So elles hopefully you can s'enchaînent. be okay with that. Et j'espère que So at your cela end, ne vous it posera shouldn't pas de make a problème difference. et It may de do votre for côté, ça ne fera pas de club différence, members, mais peut-être but pour les hopefully for autres ourselves membres, it oui, won't. il y aura Okay, peut-être so quelques I don't problèmes. know how many Bon, of je ne you sais pas combien d'entre vous were in the meeting ont yesterday. été présents lors de la réunion Most of you. d'hier. J'espère I received que a vous question étiez from nombreux. J'ai reçu une question Susan. de Suzanne. It's not private, that, Ce n'est pas I shared the name with her, privé. with you all. J'ai donné son And she was nom. asking about Elle posait la question whether or not we should participate s'il fallait in ou non the, participer next election cycle. à l'élection électorale en The question 2028. La question without going était, back to it, was pretty much as simple as that. c'est à peu près And aussi you'll simple, recall, mais vous vous if you souvenez, were in the study si vous étiez yesterday, dans l'étude d'hier, that I guess I assumed some underlying thoughts that may j'ai supposé or may certaines not have been in that pensées way, but I assumed that they were based upon a couple of clues that I basées got sur in this question. quelques indices que So j'ai hopefully you relevés do dans that sa question a question. disservice J'espère n'avoir pas trahi cette question en as we l'analysant et went through it and de la façon dont j'ai discuté, were j'ai abordé arguing cette reasons question. for her question. So you'll notice that, Vous remarquerez that through the study, as I got to the end, I didn't really answer her qu'à la question. fin de I la was going to question, leave je n'ai her même pas vraiment answering répondu her à sa question. question, je l'ai laissé en suspens. I don't know if anybody here Je ne sais pas has si quelqu'un anything ici they want to souhaite add ajouter to quelque chose what I had said à in ce the que j'ai study. dit dans If l'étude you don't, d'hier. Si ce n'est pas I le don't mind cas, making ça ne me comment on dérange it. pas de faire un bref commentaire. Okay, so I'll take that as a Donc je prends ce silence pour un non. I'm not looking who the participants are here with us, and Je ne regarde pas qui sont les participants ou and participantes I have to ici say that I avec hope nous. it's Je ne not peux pas vraiment lire le chat. secret or private. Et j'espère que ce n'est Luke pas secret messaged ou me privé, after the mais study, Luc m'a envoyé un message après and we had a l'étude. short dialogue Nous avons eu between un bref ourselves. échange entre nous deux. Follow-up questions Des questions about ont suivi 2028, sur etc. l'élection de And 2028, etc. I may have left people Et with the j'ai impression peut-être laissé aux gens l'impression because there que is no sixth comme il n'y a kingdom plus de sixième royaume, any longer. il I say n'existe any plus, quoi, longer. qu'il n'y en a plus, hein. I presume you Je suppose que vous, all of you, that most si of ce you n'est will pas know vous tous et toutes, mais that vous le savez pour la plupart que 2021, which people often call Panion, 2021, que les called personnes the appellent souvent formalisation of Pagnol, the mais message moi je vais l'appeler la in the FM, la previous formalisation dispensation, du message dans that la this was dispensation précédente, que c'était technically the techniquement end la fin of the sixth du kingdom. sixième Sixth royaume. kingdom comes to Le its end sixième royaume in 2021, arrive à sa fin en which would 2021, then mean that ce the qui seventh kingdom signifierait alors que le septième royaume begins commence. to
commence donc arrive à cette période. Mais vous savez qu'il y a aussi une balise de la LD et qu'il y a aussi donc une balise de la fin du temps de grâce. Et s'il nous fallait prendre Acte 27, nous indiquerait que le 7e royaume commencerait ici et non pas trois ans avant, donc à la LD. Et s'il nous fallait prendre le symbole utilisé hier, le navire s'échoue sur les récifs de Malte et cet événement a été identifié comme la loi du dimanche par l'Ancienne Thèse. Donc selon l'étude d'Acte 27, donc le 6e royaume se terminerait donc à la LD et le 7e commencerait à de la LD jusqu'à la seconde venue. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau pour nous tous, même si nous avons peut-être des difficultés avec le concept, mais le point de départ et de fin, on les place selon l'histoire qui est racontée. Et la raison pour laquelle je tiens à le mentionner, c'est que si il nous fallait revenir à la FTG, nous pourrions donc obtenir une histoire qui nous dirait que le 6e royaume en fait continue jusqu'à la FTG et ça serait vraiment donc sa fin définitive et complète, et le 7e royaume aurait donc une phase différente de son existence à partir de la FTG. Donc nous avons plusieurs points de départ et points de fin pour ces royaumes selon l'histoire que nous racontons. Donc si c'est nouveau pour quelqu'un, n'hésitez pas à activer votre micro, faites un commentaire ou posez des questions. J'espère que nous aurons une participation. Donc, je ne peux vraiment pas voir quand les personnes veulent participer. Je pense que je pourrais peut-être voir une main levée, mais je suis à l'aise si vous allumez votre micro, que vous répondez à la question ou que vous faites le commentaire que vous souhaitez. Sur cette base, selon l'histoire que nous allons raconter, nous avons donc 3 points où le 6e royaume se termine. Tout dépend où on se situe en 2028. Nous savons que la LD, c'est 2024. Et je n'essaye pas de suggérer que ce graphique indique que la FTG est en 2028. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce graphique n'est pas censé le dire. Je ne vais pas indiquer où on devrait placer 2028, mais je vais le placer entre LD et FTG. Donc entre alors je vais dire 2028 se trouve quelque part dans cette histoire avant la FTG et après la FTG. La question est donc, si le 6e royaume est mort, pour qui devrions-nous voter, ou est-ce qu'il nous faudrait voter pour quelqu'un? Car tout ce que vous avez, la seule option qui s'offre à vous, c'est le 7e royaume. Je pense que j'ai laissé aux gens l'impression que nous ne participons pas donc à ce cycle électoral de 2028, en supposant que nous sommes toujours là, que le monde fonctionne plus ou moins normalement,
Donc nous avons une certaine idée et que j'appellerais donc des élections libres. Nous aurons eu donc, je suppose que le deuxième avènement ne sera pas avant cela. Donc, il y a, quand 2028 arrive, alors, qu'est-ce que nous devrions faire parce que les choses ne seront pas égales. Donc, je ne sais pas si Luc est là, s'il peut partager son avis, s'il veut le faire ou pas. Alors, quelle est donc la question? Qu'est-ce qu'il nous faut faire donc en 2028 par rapport au vote, à l'élection? C'est ça la question. C'est la question posée par Suzanne. Je pense qu'il nous faut voter au cas où nous avons raté quelque part, quelque chose. Donc, imaginons que nous n'avons pas tort et qu'il n'y a pas de sixième royaume. Qu'est-ce que nous devrions faire? Alors, on vote ou pas? Je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas. Suzanne, je ne suis pas sûre si tu es là. Je ne sais pas quelles sont tes pensées. Oui, je suis là. Bon sabbat, c'est peut-être plus le sabbat pour toi. Oui, c'est encore le sabbat. Alors, bon sabbat à toi. Merci. J'étais moi-même perplexe concernant les primaires. La question a commencé à me trotter dans la tête parce que les choix les lignes deviennent floues, hein, et les candidats sont tellement compromis à l'exception de peut-être un ou deux. Je me disais non. Et je revenais et ton étude où tu dis on devait tout faire pour empêcher la LD, donc c'est là que je pensais que peut-être qu'on pourrait donc retarder la LD, mais j'ai accepté le 18 juillet, donc ça n'aurait fait aucune différence. Alors, ça ne fera aucune différence maintenant. On a discuté à 8 heures ce matin avant de nous rejoindre. Beaucoup de personnes avaient des opinions très différentes à ce sujet. Peut-être qu'il faut entendre leurs réponses. Les avis étaient partagés. Certains pensaient que non et d'autres pensaient que oui. Lucas a dit oui. Mais toi, quelles sont tes pensées? Oui ou non? Je pensais que non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter? C'est Victoria. Est-ce que je peux commenter? Qu'est-ce que tu penses? Je ne veux pas t'afficher, mais avant ta présentation, tu disais que c'était notre droit de voter, c'était notre devoir civil. Est-ce toujours d'actualité? Je donnerai mon avis à la fin. Ça ne me dérange pas de partager mes réflexions. Quelles sont tes pensées, Victoria? Mon avis est oui. C'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, sorry. Ma pensée, c'est quand on regarde la structure du vote en fonction de l'élection. On dit que lorsque le candidat décède, c'est en fait au parti de prendre les mesures qui s'imposent.
de désigner ou pas un nouveau candidat. Donc il faut qu'on élargisse plus le 6e et le 7e royaume. Ok, le candidat est mort, mais qui va le remplacer? Et donc, ben oui, dans ce cas-là, donc le candidat peut être remplacé par le parti, pas par l'institution, mais quand le roi mort, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce genre de réflexion que j'ai en tête. Donc dis-moi ce que tu fais. Je veux dire, il est mort. Donc je ne pense pas que j'ai voté pour un royaume mort. Tu ne peux pas voter pour un royaume mort. Mais il y a des politiciens, il y a un parti qui existe toujours, qui est bien vivant, même s'il ne va pas très bien. Donc en 2028. Alors oui, je pourrais voter, oui. Donc tu voterais. Quelqu'un d'autre? Hi. Just give me your name, sorry. Si tu peux donner ton nom? Mary. C'est Marie. Hi. So I think you should vote. Je pense que tu ne devrais pas voter. Dis-nous pourquoi. Je considère la particularité du gouvernement américain depuis 1798, où l'on voit deux pouvoirs là, le pouvoir démocratique et les républicains. Alors que la démocratie était encore vivante, il existait des pouvoirs opposés qui s'opposaient à ce pouvoir démocratique. Donc quand les gens vont voter, les gens votent pour les politiques qui continuent à promouvoir ou à clarifier ce à quoi ressemble la démocratie dans ce pays et dans le monde. Donc quand on arrive à la loi du dimanche, l'un des tests était la démocratie. La démocratie était un test. Eh bien, l'institution qui est au pouvoir a choisi. Elle a choisi de ne pas promouvoir les principes de la démocratie. Et donc, on peut dire que la démocratie est morte. Elle n'est plus au pouvoir. L'opposition a gagné. Mais ça ne veut pas dire que le combat ne continue pas. C'est simplement qu'ils ne sont plus au pouvoir. Donc, quand je pense à voter aujourd'hui, je vote toujours du côté de la démocratie, afin que le combat continue au prochain avènement. Donc quand je vote pour des politiques qui continuent à promouvoir la justice telle que nous l'avons comprise à la lumière de l'égalité, même si nous ne sommes pas au pouvoir. Mais nous affirmons que nous défendons toujours la justice, l'égalité et toutes ces choses. Le candidat n'est peut-être pas parfait, mais nous pouvons voir qui défend les questions d'égalité. Donc oui, je voterai quand même. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite te parler? C'est Olivine, j'allais dire quelque chose. Je crois que le 7e royaume existe et que nous devrions avoir notre mot à dire. Le fait de voter, c'est exercer son droit de parole. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à cela dans le cadre en regardant les institutions plutôt que les individus. Donc, il nous faut donc faire entendre notre voix.
those are things that we should take into consideration. Merci Olivine. Donc tu as parlé de la présence de Curtis qui était censée rester secrète, mais c'est maintenant tu l'as rendue officielle, mais ce n'est pas grave. Alors j'aimerais entendre quelqu'un qui pense qu'on ne devrait pas voter, parce que là tout ce que j'ai entendu c'est des personnes qui disent oui qu'il faut voter. Est-ce que quelqu'un peut donner son avis pour lequel on ne devrait pas voter au prochain cycle électoral? Est-ce que ça veut dire que tout le monde a changé d'avis? Je peux me prononcer en faveur de l'abstention. Tu sais l'article que tu as envoyé sur le Media Broadcast que les prochaines générations des républicains seront plus extrêmes que le MAGA. Donc, d'après cet article, il n'y a plus d'espoir. Les politiques suivra son cours. Et nous n'avons plus grand-chose à dire. Je dirais donc que non. Je ne sais pas si nous devrions voter. On n'aura pas besoin de voter. Et se focaliser sur l'institution du mouvement. C'est comme si tu jettes l'éponge. Est-ce que tu abandonnes? Oui, mais je pense à l'histoire des Millérites. Ils n'étaient pas impliqués dans la politique. Ils étaient un mouvement d'échec. Nous sommes un mouvement de réussite. Donc, je pense que nous devrions aussi nous impliquer en politique. Donc, c'est une histoire comparaison et contraste. Mais mon raisonnement, c'est que j'étais aux côtés de Suzanne, juste pour la soutenir. Tu n'as pas besoin de me soutenir, je sais. Mais quand j'entends les commentaires des autres, tu sais, c'est comme si, oui, tu devrais continuer à t'impliquer en politique. Mais sans voter, oui, oui, on n'a pas besoin. Parce que pour la loi du dimanche en 2024, il nous fallait voter. C'était comme un devoir religieux. Mais au moins, on avait le choix. Pourquoi penses-tu qu'on aurait dû voter en 2024? Quelle était la raison pour laquelle on aurait dû voter cette année-là? Tu as mentionné le dernier cycle électoral en 2024. Tu as dit que c'était notre devoir religieux. Je sais ce que j'ai dit. Je te demande, toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi nous aurions dû monter? Parce que nous pensions que notre voix aurait pu faire la différence pour retarder l'entrée de la LD, si nous le pouvions. Comme Suzanne l'a dit, tu avais mentionné qu'il fallait tout faire pour empêcher l'arrivée de la LD. Donc tu as voté. Si j'avais dit avant, voter, mais ça ne va rien changer. Parce que le 6e va perdre ou le 7e va gagner. Qu'importe ce que tu feras, que tu votes ou non, ça ne changera rien. Aurais-tu quand même voté? Non. Oui, j'ai voté parce que je voulais empêcher, je voulais prolonger, tu sais, le 6e royaume. Donc, si j'avais dit que c'était ton devoir religieux de voter, même si ça ne changerait rien, aurais-tu considéré cela comme une affirmation contradictoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me rappelle qu'avant les élections, j'ai dit qu'il fallait voter. C'était un devoir religieux, etc. Après les élections, j'ai sorti mon fouet pour réprimander les gens et dit, pensez-vous vraiment qu'elle aurait gagné, que la gauche allait l'emporter? J'ai dit deux choses, avant et après les élections, ce qui montre qu'avant les élections, je savais que nous n'allions pas gagner. Ah, d'accord. Et oui, pourtant, ça serait toujours un devoir religieux pour nous de voter. Oh, je suis content que tu ne nous aies pas dit qu'on ne gagnerait pas, parce que... J'aurais dû être plus franc et dire, bon, nous sommes maintenant dans la même situation. Nous parlons de 2028, il est peu probable que ça ne change
Quoique cela ne change rien, le vote. Ça ira de mal en pire. Et ce que nous allons voter ou pas ne fera aucun changement. Alors, tu vas voter ou pas? Si tu nous dis maintenant que c'est notre devoir religieux de voter, alors nous voterons malgré ce que nous pensons. Donc, c'est votre devoir religieux de voter, ok. Alors, je vais prendre la réponse de Luc. Je crois qu'il n'a pas été aussi catégorique ici qu'il l'a. Mais il a dit nous devrions résister. Nous savons, selon Apocalypse 17, que ce royaume va arriver à sa fin d'une manière ou d'une autre. Nous en avons discuté un petit peu en Guadeloupe récemment. Si vous étiez là, vous avez écouté à cette conversation que nous avons eue sur les 10 rois. S'il nous fallait nous poser la question aujourd'hui, ces 10 rois, quels qu'ils soient, sont des personnes au pouvoir. Il semblerait qu'ils ne puissent pas organiser une résistance crédible pour renverser ce royaume, car ce royaume est simplement trop puissant. Personne ne peut lui résister. Pourtant, pour une raison quelconque, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils font bel et bien un effort pour résister, pour lutter contre ce royaume. Et le verset le dit. Le verset a mis cela dans leur cœur. Donc, si vous voulez que je dise que c'est notre devoir religieux, alors peut-être que si je présente les choses ainsi, Dieu nous a dit, Dieu a mis dans notre cœur que nous devrions faire ce que font ces 10 rois, c'est-à-dire résister au 7e royaume. Ou devrions-nous dire, eh bien, à quoi bon? Ils vont gagner de toute façon. Ça ira de mal en pire. Le 6e royaume est mort de toute façon. Peu importe. Il n'y a rien pour remplacer le 7e. Alors à quoi bon? Parce que nous sommes exactement dans la même situation que ces 10 rois aujourd'hui. Et pourtant, ils tentent leur chance. Et la prophétie nous dit qu'ils réussiront. Donc, je vais laisser cette question-là. Et je vais vous faire part de mes pensées. Je ne dirai pas aujourd'hui que c'est notre devoir religieux. Mais je pense que nous devrions voter. Je pense que nous devrions voter. Suzanne a dit qu'elle n'était pas sûre pour les primaires, mais je pense que nous devrions voter aux primaires, au mi-mandat. Et on aura une deuxième série de primaires pour les élections de 2028. Et je pense que nous devrions voter aussi. Même si nous pensons que notre vote ne changera rien. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous change. Nous savons qu'il peut changer les gens autour de nous. Si vous parlez aux gens, si vous êtes assez courageux pour partager vos opinions politiques avec vos amis, vos voisins et votre famille, cela peut changer leur façon de voir les choses, mais je pense que c'est... Alors, laissez-moi l'appeler ainsi, notre devoir, c'est notre devoir civique. Je dirais que c'est... Il ne faut pas le minimiser, notre devoir civique, mais je pense que ce terme est un peu plus approprié. Car si ce vote peut nous changer, changer nos amis, nos familles, nos voisins, si nous nous engageons avec eux, donc je vais l'appeler que c'est notre devoir civique. Nous devrions voter. Bon, je vais rester là par rapport à cette question parce qu'on a eu d'autres questions. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, posez-les. Alors, ce sont tous des sujets en lien, hein, mais ça va, mais c'est un peu différent. Vous avez peut-être remarqué, ça ne vous a pas échappé. Nous avons focalisé nos études presque exclusivement
On a vraiment axé nos études sur Apocalypse 17. Et j'ai moi-même commenté sur ce chapitre en disant que je dis que c'est le chapitre de l'heure. La raison pour laquelle je l'ai dit, est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi j'ai dit ça? Quel argument que j'ai donné pour dire que nous devrions nous concentrer sur Apocalypse 17? Est-ce que quelqu'un a des pensées? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer pourquoi on étudie Apocalypse 17? Parce que en tant que mouvement, c'est là où nous nous sommes, c'est ce que vous avez partagé. Oui, mais pourquoi? Pourquoi le chapitre 17? Pourquoi pas le chapitre 12 ou 14? Parce que le chapitre d'Apocalypse 14, c'est le message des 3 anges. Pourquoi le message des 3 anges? Pourquoi le chapitre 17 et pas les autres chapitres? Parce qu'il nous donne des détails différents dans l'histoire. Et Troy en a fait, a mis en avant cette lutte de pouvoir. Ça nous donne des détails qui s'ouvrent maintenant. Alors, quels détails, Hélène? Si tu peux me donner un détail précis, spécifique de ce chapitre 17 qui le distingue des autres et qui est important pour toi. Je dirais 2 choses, la femme et la bête. Une meilleure compréhension de qui ils sont. Tu as mentionné que Troy avait dit quelque chose. Je ne sais pas si Troy peut parler ou il écrit dans le chat. Hélène a dit que tu avais parlé de la lutte de pouvoir. Qui se dispute ce pouvoir Il a dit les versets 6 et 7. Il n'est probablement pas en mesure de parler. Je vais les appeler des entités. Séparation des entités. Tu as dit la femme et la bête. Et je vais mettre les pouvoirs. Donc la séparation des pouvoirs. Au cas où nous ne nous en souviendrons pas, il s'agit de la femme et de la bête. Et Troy, il a dit, c'est la lutte de pouvoir entre le 6e et 7e royaume. Je pense que c'est juste et raisonnable, mais je dirais peut-être que l'on pourrait se rendre d'Apocalypse 13. Ça pourrait décrire d'une certaine façon la lutte de pouvoir entre le 6e et le 7e royaume d'une manière très forte, peut-être même d'une manière plus claire que ce que l'on voit dans Apocalypse 17. Si je peux m'exprimer ainsi, car dans Apocalypse 17, je ne suis pas sûr que ça décrit le 6e royaume. Ça ne nous donne pas de caractéristiques détaillées à ce sujet. Il parle longuement du 7e royaume parce qu'il décrit le 5e et j'apprécie que c'est une construction que nous avons superposée sur Apocalypse 17, la façon dont nous le voyons, mais il ne parle pas vraiment du 6e royaume d'Apocalypse 17. Il me semble que si vous voulez comparer, opposer le 6e et le 7e, il faut aller dans le chapitre 13. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire? Si quelqu'un veut le faire dans le chat, ça ne me dérange pas. Donc, vous pouvez parler à voix haute parce que je ne vois pas le chat. Est-ce que quelqu'un peut lire le commentaire de David? Qui sont les 10 rois du verset 12 qui reçoivent le pouvoir pendant 1 heure? Donc, en Guadeloupe, nous avons abordé ce sujet en détail.
Et nous avons été dans Apocalypse 17. Je recommande que David, tu retournes dans cette étude. Mais je pense que Curtis a fait une étude après. Je ne sais pas si c'était avec un IPR. Oui, c'était avec nous. Oui, je croyais que c'était bien. Et je crois qu'en fait qu'il a dit qui étaient les 10 rois. Oui. Donc dans ce cas, je vais répondre directement. En étudiant en Guadeloupe, je ne voulais pas donner aux gens la réponse, je voulais qu'ils la trouvent. Ce n'était pas le but de l'exercice. Quelle logique nous utiliserions pour essayer de découvrir qui sont les 10 rois en nous basant sur la symbolique présentée dans ce chapitre. Je pense que nous l'avons fait. Et à la fin, on n'avait plus de temps, mais j'ai demandé aux gens leurs pensées et en fait, les gens, même si c'était une réponse générique, qui je pense était suffisamment précise pour nos besoins, c'était quelque chose à voir avec des personnes puissantes qui font partie intégrante de l'administration actuelle. Et puis nous avons fini là. Et je ne sais pas si c'est la semaine après ou peu de temps après, Curtis était planifié pour faire une étude avec votre groupe et pour une raison quelconque, il a choisi de faire également une étude sur les 10 rois. Et il a dit que les 10 rois étaient le parti républicain. Peut-être devrions-nous l'appeler le nouveau parti républicain, celui que nous avons en ce moment. Il y a quelques années, le président Trump l'aurait appelé son parti. C'est pourquoi j'utilise le nouveau parti républicain. Je ne pense pas que ce concept soit nouveau pour aucun d'entre nous. Alors, quelle est ta question, David? Je ne sais pas jusqu'où Curtis est allé pour prouver qui étaient ces 10 rois, mais je pense que nous l'avons fait en Guadeloupe. Et si vous prenez cette étude, ces réflexions et ces idées que le groupe là-bas a développées et proposées, et que vous les combinez avec la réponse percutante de Curtis, les 10 rois sont le nouveau parti républicain. J'espère que cela répond à ta question. J'ai une question, Parmenter, sur ce sujet. Le républicain représente les 10 rois et qu'ils s'unissent avec la bête durant 1 heure et il le situe à la LD, il le termine à la FTG, à la fin de la FTG. Alors, on peut vraiment placer 7 heures de la LD à la fin de la FTG. Je suppose que tu sais déjà, je ne peux pas demander à Curtis ce qu'il en pense, je ne vais pas le contredire en public. Je ne pense pas que nous l'avions passé à la fin de la FTG, je pense que nous l'avons dit que c'était 1 heure à la LD. C'est du moins ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous avons dit en Guadeloupe récemment? Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un a une bonne mémoire? Car la mienne est terrible. Je sais que nous avons parlé d'1 heure, mais je ne me souviens pas ce que nous avons dit. Est-ce que Gloria, est-ce que tu te souviens ce que j'ai dit en Guadeloupe? C'était à la LD ou la FTG.
Je crois que tu as dit à la FTG. Si j'ai dit que une heure était à la FTG et que Curtis a dit ça à la LD, Curtis a probablement raison. Il en sait plus que moi. Je ferai davantage confiance à sa réponse qu'à la mienne. Mais à la FTG, quand on pensait que les 10 rois c'était l'ONU, c'était pas le Parti républicain, c'est cette nouvelle idée qui émerge maintenant. Oui, mais quand vous dites une nouvelle idée, c'est peut-être nouvelle, en quelque sorte, quand vous obtenez la réponse, mais ce que je voulais montrer au groupe en Guadeloupe, c'est que lorsque vous examinez la symbolique avec notre compréhension actuelle, depuis quelques années concernant Apocalypse 17, la seule conclusion à laquelle vous pouvez arriver est que ce n'est pas l'ONU, que ce doit être quelque chose en interne aux États-Unis. Je pense que c'est assez facile de démontrer quand on prend simplement les mots tels qu'ils sont écrits et qu'on utilise la compréhension des symboles du chapitre. Ça ne peut pas être l'ONU. Et je pense qu'à partir de ton étude, ce n'est pas donc comment Gloria et moi avons obtenu les réponses différentes concernant les 10 rois régnant pendant une heure. Donc, selon mes souvenirs de votre étude, je vous ai vu associer le règne des 10 rois pendant une heure avec la bête à la LD, car ce sont alors les 10 rois qui renversent le 7e royaume. Ils donnent leur pouvoir à la bête pendant une heure. C'est ce que j'ai compris de ton étude. Donc, lors de notre prochaine étude, on va clarifier. On va clarifier ce que j'ai dit, ce que Curtis a dit. Je m'en remettrai à lui, car il a une meilleure mémoire que moi. Parce que moi, il faut toujours que je demande à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai dit exactement il y a quelques semaines? Mais il vous dira clairement ce que lui, il a dit. Par rapport à ce que nous discutons jusqu'à présent, Troy et Olivine sont d'avis que lors de cette étude, il y a quelques semaines, j'ai effectivement dit qu'il s'agissait de l'ALD. Si j'avais dit cela ou fait mention, et alors Curtis et moi étions sur la même longueur d'onde, mais je vais le clarifier. Apocalypse 17. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur Apocalypse 17, c'est parce que nous voulons distinguer la femme et la bête. Particulièrement lorsqu'il nous faut comprendre qui et qu'est-ce que la bête. L'un des points que nous avons discuté et qui marque un changement significatif par rapport à nos modèles précédents et à notre histoire antérieure, à moins que quelqu'un veuille me donner la réponse, n'hésitez pas à vous manifester, sinon je vais simplement dire ma pensée. N'hésitez pas à vous manifester, à dire ce que vous pensez. Donc, il s'agit de la bête. Dans le passé, parce que nous passions en revue donc ces royaumes de la prophétie biblique, les royaumes de 1 à 5, nous savions que la bête, je vais le dire de cette façon, la bête est une personne. Nous savons que c'est un royaume, une institution, mais aussi, dans l'histoire passée, une personne. Souvent, nous désignons une personne spécifique, mais certains de ces royaumes ont traversé les siècles et selon l'événement dont nous parlons dans l'histoire de ce royaume, il peut y avoir plusieurs personnes. Je ne pense pas que ce soit une nouveauté.
La bête était à la fois un royaume, on ne va pas contester, mais c'était aussi une personne, quelque chose qui avait une personnalité, si je peux le dire ainsi. Est-ce que je peux demander une clarification? Tu demandes pourquoi on étudie Apocalypse 17. Ce que je comprends, c'est parce que nous voulions comprendre la bête. Je vais revenir je vais revenir. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur Apocalypse 17, c'est parce que, selon moi, peut-être dans l'opinion des autres, je ne veux pas dire que c'est au seul endroit, mais c'est un endroit qui montre clairement qu'il y a deux acteurs. Et la symbologie utilisée, c'est donc la femme et la bête. C'est le seul endroit où on le voit. Donc, j'ai femme et bête. Si je mets Apocalypse 17, puis si je mets Daniel 2, alors je dirais l'argile et le fer. Tu es d'accord, Victoria? Yes. Oui. On voit les parallèles entre les deux chapitres, Apocalypse 17 et Daniel 2. Alors, si on remonte des pieds vers les jambes, tout ce qu'on verrait, ça serait donc le fer. Et là, on a le même problème si on remonte jusqu'à la tête. On ne voit pas cette séparation entre ces deux éléments. Vous êtes d'accord? Oui. Dans le passé, autrefois, comme vous le savez, on en parlait comme étant l'Église et l'État. Et ce que nous ferions, c'est que nous irions jusqu'aux pieds, jusqu'à la cheville, jusqu'aux orteils, tout en continuant à utiliser ces termes, Église et État, parce que c'est ce que fait Ellen White. Et lorsqu'elle utilise ce terme, Église, tout au long de l'histoire jusqu'à la fin, elle utilise en fait un synonyme pour remplacer l'Église par l'Église catholique. Et nous faisons alors la même chose. Nous en sommes arrivés à diviser Rome en trois phases, la Rome païenne, papale, et nous utilisons le terme la Rome moderne. Je suis sûr que nous sommes familiers avec cela. Il y a plusieurs années, nous avons commencé à voir qu'il y avait un problème à s'en tenir à cette idée d'utiliser soit l'argile, soit la femme, et de les appeler église ou quelque chose de religieux. Et l'Ancienne Thèse a commencé à nous éloigner de ce concept pour nous orienter vers un concept de culture. J'espère que nous nous en souvenons. Ainsi, Apocalypse 17 nous aide à séparer ces deux choses, que nous l'appelions une femme, argile, religion, ou bien culture, ou la société. Cela peut être compartimenté, et il y a une chose distincte, appelée la bête, ou bien le fer. Et le troisième élément que je vais introduire à partir d'Apocalypse 17, c'est le roi qui se trouve dans sa propre catégorie. C'est pourquoi nous nous tournons vers Apocalypse 17, car ce chapitre nous donne la possibilité d'examiner ces deux éléments séparément. Si vous êtes familier avec les ordinateurs, nous les mettons dans un bac à sable, nous ne permettons à aucun d'eux d'en sortir pour passer de l'un à l'autre, pour les contaminer avec leur donner les informations. Est-ce que ça vous convient? Oui, Victoria, oui. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur Apocalypse 17. Ensuite, j'ai fait une pause qui était si brève qu'elle ne ressemblait pas vraiment à une pause. Puis j'ai fait une observation concernant la bête.
Nous ne sommes pas d'Apocalypse 17 à cause de la bête. Nous sommes d'Apocalypse 17 parce que nous voulons mettre dans la même boîte la bête et la femme. Et ensuite, ce que j'ai dit, lorsque nous avons mis la bête dans une boîte, cela signifie que nous la regardons dans sa propre boîte. Donc, au lieu de la mettre dans cette ligne, je vais mettre plutôt une boîte. Je mets la femme et la bête dans une boîte distincte. Donc, quand on regarde cette boîte, cette bête dans la boîte, ça peut être du fer ou du métal, ou soit un roi. Je ne veux pas utiliser la symbolique qui se trouve dans Daniel, donc je vais m'en tenir au roi ou à la bête qui est le symbole utilisé au chapitre 17. Je sais donc que cela concerne spécifiquement ce qu'il y a dans cette boîte, car dès que j'aborde les métaux, cela devient très confus. Est-ce que ça a du sens pour vous? Yes, thank you. Je vais donc élargir cette boîte et je vais dire qu'il s'agit d'une bête ou d'un roi. Et si je garde Daniel 2, je dirais le pied de fer. Un pied de fer par opposition à la jambe de fer. Je pense que c'est exact. Si l'on considère la bête dans sa boîte. Alors, ce que j'ai dit, ce n'était pas malveillant. Ce que nous avons fait, c'est que dans le mouvement, j'espère qu'à présent, nous tous et toutes, ou du moins la plupart d'entre nous, avons réalisé ce que nous avons fait est un changement significatif par rapport au passé. Et là, on s'est vraiment éloigné du passé. C'est sur la compréhension de ce que signifie cette bête. C'est ce que j'appelle une différence subtile entre les 6e et 7e royaumes par rapport au royaume précédent. Il y a une certaine différence subtile qui nous ont fait forcer à réévaluer notre compréhension de ce qu'est la bête, le roi, le pied de fer à la fin du monde. J'espère que ça a du sens pour vous. Par rapport à la déclaration que j'ai faite, je ne vous ai pas donné d'explication. Ce que j'ai dit ensuite, je vais le répéter. Dans le passé, nous savions que la bête, le roi, je ne peux pas aller dans Daniel, je ne peux pas l'aborder. Oubliez la symbolique de Daniel. La bête et le roi formaient un royaume. Nous le savions ça par le passé, que vous alliez dans le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e royaume. C'était des royaumes, nous pouvons les nommer. Il n'est pas difficile de le faire. Mais nous savions que ce royaume était représenté par des êtres humains littéraux. Nous avions César comme un acteur important. Nous pourrions avoir n'importe lequel des très nombreux papes qui ont été là à des moments significatifs de l'histoire. Nous pourrions remonter à 538 et identifier le nom de ce pape. Nous pourrions identifier le nom du César qui régnait alors. Nous savons que quand il s'agit de la bête, nous pourrions nommer une personne et que cette personne était un roi réel. Et ensuite, nous pourrions passer à la femme. Et quand nous parlons de la femme, ce que nous ne pouvons pas faire facilement, c'est remonter aux 4 premiers royaumes, selon l'imagerie de Daniel, la tête, le corps, les cuisses et donc les jambes. Nous ne pouvons pas facilement nous les regarder et découvrir la femme. Il y a un problème. Et c'est un problème auquel nous avons été confrontés tout au long de l'inspiration, la Bible. Mais dans Daniel 2, dès que vous arrivez au pied, il y a cette démarcation, cette séparation entre le fer et l'argile.
Donc la façon dont je l'ai décrit par le passé, c'est que cette argile, elle se précipite hors du fer, c'est le terme chimique. Ce qui se passe alors, c'est que ce que l'on ne pouvait pas voir auparavant, dans les jambes, on a aussi le fer plus le fer. Maintenant, vous avez le fer plus l'argile. Dans cette boîte où nous avons la femme, cette femme était là aussi dans les jambes de fer, mais vous ne pouviez pas la voir. Elle était là aussi dans la tête d'or. Mais vous ne pouvez pas la voir en utilisant l'imagerie de Daniel 2. Mais dans Daniel 2, dès qu'on arrive dans l'histoire des pieds, et que je vais appeler le 5e royaume, soudainement, la femme est visible et séparée et distincte du royaume. J'espère que ça a du sens pour vous. Donc la femme, je vais mettre donc pied pour Daniel 2 et C pour l'argile. Je ne peux pas remonter plus loin, je ne peux pas aller jusqu'aux jambes car ça ne fonctionne pas. Et j'espère que ça a du sens. Maintenant, dans le passé, cette femme qui était, nous l'appellerions une église. Je vais simplement l'appeler une église. Je vais vous dire qu'il y avait aussi une personne. Je vais dire qu'il s'agit aussi d'une personne. Donc cette femme, elle est à la fois une église, si je peux l'appeler une institution, mais c'est également un individu. Et comme Troy l'a expliqué, elle ne peut être visible quand on arrive dans Daniel 2 au pied, ou quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse. Et j'en parle comme un livre complet, où une fois qu'on arrive au 5e royaume ou 5e tête, c'est seulement à ce moment-là qu'on voit la séparation. Donc si tout le monde est d'accord, c'est pour cette raison que nous nous tournons vers l'Apocalypse. C'est pour cette raison que nous nous concentrons là. Donc, l'ancien parlementaire, j'ai une question. Lorsque tu parles d'une personne et d'une institution, est-ce que tu fais référence au pape en tant que personne et l'Église catholique en tant qu'institution? Oui, exactement. Très bien. Et de l'autre côté de la bête, je fais référence à un César spécifique. Tu veux dire Napoléon? Si tu veux aller avec Napoléon, tu peux le choisir. Tu peux aussi prendre Constantin ou bien Clovis. Vous pouvez choisir donc des individus spécifiques, des êtres humains réels qui étaient associés à des États ou à des royaumes, qui étaient donc séparés, cloisonnés, isolés de l'élément religieux ou de l'Église. C'est ce que nous avions dans le passé. Quand je parle du passé, comme Troy l'a mentionné, nous parlions du 5e royaume. Cela devient un peu compliqué si l'on remonte un peu plus loin, plus haut. Mais nous n'allons pas le faire dans notre discussion d'aujourd'hui. Alors, tout fonctionne très bien et simplement dans le 5e royaume. Mais quand on arrive au 6e puis au 7e, des problèmes surgissent. Maintenant, dans le passé, et quand je dis le passé, je veux dire le passé de ce mouvement assez récemment, hein. Je vais le dire avec l'ancien Jeff particulièrement. Je mentionnerai pas l'ancienne thèse parce que je peux l'appeler son ministère ou sa dispensation sans y mettre de date de début ou de fin. On avance dans une transition, une période de transition, et selon l'étude qu'elle présente et le point qu'elle soulève, elle serait un jour tenant main dans la main l'ancien Jeff.
Et dans une autre étude, elle serait en train de nous tenir la main avec nous, parce que je ne peux pas citer de nom, donc je dis nous de façon générique. Donc, un jour, elle serait donc de notre côté, et un autre jour, elle serait du côté de l'ancien Jeff. Et elle pourrait même être dans les deux côtés, dans une présentation passant sans transition de l'un à l'autre. Nous lui accorderons donc la grâce, car nous pouvons désormais expliquer ou comprendre pourquoi elle agit ainsi. Si je pouvais dire, si je peux le dire ainsi, pourquoi elle est forcée de le faire ainsi. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Just real quick for the beast, are we including state kingdoms and government? Alors, est-ce qu'on inclut les États et les gouvernements? Just for my own. Hold on to that thought, and if it doesn't get answered, alors, garde cette idée et si j'y réponds pas, reviens vers moi. L'ancien Jeff, en raison de qui il est, quand je dis qui il est Jean le Baptiste, le premier ange, si je peux l'exprimer ainsi. Il est dans un dilemme, dans la boue en fin de compte, dans un endroit boueux. Il est coincé dans l'ancien, tout en essayant d'enseigner le nouveau. Et l'ancienneté se trouve dans la même position. Mais comme elle a un peu avancé, elle n'est pas vraiment enlisée dans la boue que l'ancien Jeff. L'ancien Jeff est donc un disciple d'Ellen G. White. Et pourtant, il essaye d'enseigner quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau. Appelons son enseignement la Nouvelle Alliance, faute d'un meilleur terme. Et pourtant, il utilise une technologie ancienne, appelons cela donc l'Ancienne Alliance. Donc même s'il veut avancer, appelons là l'Adventisme, le royaume de Dieu, dans le 21e siècle, il va le faire en utilisant des modèles du 20e siècle. Et les deux modèles ne fonctionnent pas bien ensemble. Il n'en est pas conscient. Et nous non plus, ses disciples, les étudiants de la prophétie, comme il nous appelait, quand il va examiner à toutes ces choses, je dirais Apocalypse 17, il va se pencher sur la bête. Il sait que la bête, c'est l'État et son gouvernement. Et il est le pied d'argile, le pied de fer, c'est tout. Et il va dire, mais je sais qui c'est. C'est, roulement de tambour, ce qui c'est. Ce n'est pas une question piège. L'ancien Jeff disait que c'était qui? Pas l'Église, les protestants, quoi. Américain? Je disais, c'est le protestantisme américain. C'est un royaume réel. Yeah, I do. Oui, un royaume réel. Ensuite, il va dire, il ne le dit pas vraiment parce qu'il ne rentre pas dans tous les détails, hein, mais il en fait allusion. Il va y faire allusion dans quel document?
Tout le monde le dit. His famous seminal Time of the document, end. Son document the time of the end document. célèbre, donc le temps de la In that fin. time of the end document, Et dans ce document du temps de la fin, il a un royaume qu'on appelle Amérique. and he's got a government, Et il a aussi un gouvernement. without naming them, Sans les we'll just call nommer, it the nous government l'appellerions of the USA. le gouvernement des États-Unis. And then he's Et got puis, a person. il y a une personne. He's got Et qui est la personne qu'il a in this very holy alliance. dans cette alliance sainte? The Pope? Le pape. Or, Oh, look Oh, at the box right. that we're in. Look at the box that we're in. Regardez la boîte dans laquelle nous nous trouvons. Yeah. Who's that person? Qui est cette personne? I think someone already said it. Je crois que quelqu'un l'a déjà dit. A couple of people. You go Je ahead. n'ai pas entendu, alors It vas-y. says, Ronald Reagan. Ronald Reagan, We'll bien. call that president. On va l'appeler président. Le président est un roi. Le roi Reagan, je le dis avec respect, de manière prophétique. Ce n'est pas un manque de respect. Alors, quelqu'un doit m'aider par comment on l'épelle. Est-ce que je l'ai bien écrit? There's an Yeah. A. Yeah, there's an A After E. Yeah. REA. Donc, il y a un A après le E, Reagan. Okay, so that's Reagan. Donc, Can we il say that s'agit that's a Reagan. person? Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une personne. There's a Yes. person there. Can Il y a you une see personne all là, these vous lines? voyez, tout est aligné. This is what this movement used to believe in. Et c'est la croyance ancienne du mouvement, et on l'enseignait. Et ensuite, nous allons vers la femme. That is, we'll call it the papacy, Nous disions que c'était la papauté, and it's not a government, it's the church. ce n'est pas le gouvernement, c'est And une there's a église. person there. Et il y a une personne là, qui est cette personne, The Pope. John Paul. Jean-Paul, John Paul II. Jean-Paul II. So, can we see that Est-ce when qu'on we peut go voir, to the fifth kingdom, quand on passe au there's all these cinquième people royaume, and kingdoms, on a and toutes they ces personnes et ces integrate, royaumes, or et they ils mesh s'intègrent, together ils into a s'intègrent. really nice, simple model. Ils s'intègrent You'll dans un modèle vraiment simple. Vous le savez tous. When we go to this story, Quand I'm not nous saying allons dans it's cette the histoire, sixth or the seventh. I'm not je ne dis doing pas that. que c'est le But what I cinquième am ou saying is, septième. Ce que je suis en train de dire, c'est lorsque l'ancien Jeff l'a enseigné, there were two il people, a dit qu'il y avait deux there were personnes. two, not people, there were two things. I Je would ne vais call pas them des two personnes, non, il a dit deux choses. Je ne vais pas les appeler, je vais les appeler institutions. Il y a deux institutions qui s'unissent et c'est l'expression tirée du magazine Le temps de la fin. On l'appelle cette alliance sainte. Donc nous avons les États-Unis et la papauté qui forment donc une alliance sainte. L'un est un gouvernement, l'autre est une église. C'est évident, il y a donc des personnes là. Il y a deux dirigeants, Ronald Reagan et Jean-Paul II. Pouvons-nous voir cette dynamique? Et ne croyez pas que je dise qu'il s'agit du sixième ou du septième royaume. Je dis la simple dynamique s'inscrit dans le modèle du cinquième royaume. Est-ce que tu peux le voir, Victoria? Oui, je peux. Peut-être ça répond pas complètement à ta question, mais ça commence à une répondre. Il ne s'agit pas tant de gouvernement, de royaume ou d'État, car ils s'inscrivent tous dans cette boîte. On pourrait dire que c'était le gouvernement des États-Unis qui agissait, qui faisait quelque chose, qui avait conclu une alliance avec la papauté. On pourrait dire que les États-Unis avaient fait cela. On pourrait dire que les dirigeants des États-Unis, le président l'avait fait. Le président, cet homme a fait cela. Le gouvernement, l'administration l'a fait. Et par conséquence, eh ben, c'est le pays qui l'a fait. Donc, qu'il s'agisse de la personne, du gouvernement ou de l'État, ils ne font qu'un seul. Tout comme c'était le cas dans la cinquième histoire. Est-ce que ça vous semble OK? Yes. So now we come to Elder Tess's ministry, and Elder Tess is in a quandary. Donc nous arrivons donc dans le ministère de l'ancien Tess et elle est dans une impasse car comme nous tous et toutes, je le dis avec une certaine licence poétique, elle a été formée par, elle a été enseignée par l'ancien Jeff.
Je ne pense pas qu'elle se soit assise à ses pieds, mais elle a été élevée au sein du mouvement sous le cadre du premier ange. Je ne veux pas trop m'étendre sur les anges, mais disons, je ne veux pas rentrer dans une discussion d'anges, mais au moins le deuxième message. Je dirais simplement que l'ancienne thèse est le deuxième ange. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre à des questions sur ce sujet car c'est pas pertinent à notre conversation, à notre étude. Par conséquent, elle représenterait Christ si l'on revient à Jean-Baptiste. Donc, si on examine le ministère de Christ, le Christ se trouve lui aussi dans une impasse. Il va devoir corriger les erreurs du premier ange. Sommes-nous d'accord pour dire que l'ancien Jeff a commis des erreurs? Nous savons qu'il en a commis. Simplement parce que, par rapport à notre point de vue actuel, nous sommes dans la dispensation de la LD. Et si nous regardons en arrière, nous pouvons dire, waouh, il s'est trompé sur beaucoup de choses. Ce que nous voulons faire, c'est essayer de comprendre la raison. Ce n'est pas notre étude aujourd'hui, ni celle de nos 12 études que nous passerons ensemble, mais on expliquera en temps voulu pourquoi il a commis cette erreur. Ce n'est pas simplement lui. Il y a des raisons existentielles pour lesquelles il a commis ces erreurs, pour lesquelles il était contraint de faire ces erreurs. Je m'en tiendrai là. C'est pourquoi l'ancienne thèse aussi est contrainte de commettre des erreurs ou de ne pas voir les choses correctement. Elle représente Christ et le Christ est dans cette place où il va certainement remettre Jean dans le droit chemin. Et nous savons que Jean n'y arrive pas et nous espérons, nous croyons qu'il parviendra. Mais il fait marche arrière et dit, Christ doit grandir et moi je dois diminuer. Il semblerait, de ce que nous pouvons voir, du moins moi, ce que je peux voir, que l'ancien Jeff ne l'a pas fait. Métaphoriquement parlant, il est en prison. Il n'a pas cédé à Christ pour surmonter l'épreuve. Il n'a pas donné, il n'a pas cédé la place à l'ancienne thèse. Il a résisté et ça s'est pas très bien fini. Ça fait pas partie de mon étude, mais l'ancienne thèse va corriger des problèmes majeurs que l'ancien Jeff avait fait. Et les erreurs qu'il avait commises étaient dues au fait qu'il utilisait des méthodes il utilisait des technologies du XXe siècle tirées tout droit d'Ellen White. Il ne pouvait pas faire autrement, mais ce n'était pas une bonne chose à faire. L'ancienne thèse a été suscitée et voit les erreurs qu'il a commises et elle va les réparer. Et pourtant, il y a des choses dont elle n'est pas consciente. Et je dis cela parce que les gens n'aiment pas que je dise Jésus n'est pas au courant de certaines choses. Mais il suffit de dire qu'il n'est pas convenable. Donc, il n'est pas convenable pour une féministe radicale de laisser des femmes baiser les pieds ou les orteils. Ce n'est pas très convenable. Je vais donc m'en tenir là pour le moment. Donc, Jésus devait être corrigé. Paul arrive et il remet tout en ordre de manière propre, impeccable. Il comprend parfaitement l'évangile. Il résout tous les problèmes.
Il rectifie les choses que même le Christ n'avait pas fait bien. Que vous vouliez faire du Christ un Dieu qui comprend tout et qui fait tout correctement, que vous vouliez le justifier d'une manière ou d'une autre, allez-y. Mais je dis qu'il y a des choses que le Christ a faites, et je viens de dire un exemple flagrant, mais il y en a d'autres, plusieurs d'autres, où nous saurions que le message, le modèle n'est pas juste. Et ça, c'est l'héritage de l'ancienne Thèse, son ministère. Elle a fait tant de choses bien, mais il y a encore des choses à corriger. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait en tête, ni de ce qu'elle savait ou ne savait pas. Tout comme je ne sais rien sur Christ aussi. Et si nous sommes prêts à faire preuve d'une grande indulgence envers Christ, nous pouvons aussi faire preuve d'une grande indulgence aussi envers l'ancienne Thèse. Donc nous allons parler de nous, et quand nous parlons de nous, nous réalisons, tout d'abord, il n'y a pas de papauté, et l'ancienne Thèse, en un jour, en une étude, nous dira qu'il n'y a pas de papauté, et dans une autre étude, nous pourrions dire, quoi qu'elle sache ou pas, elle dit, oh, elle pense tu pourrais dire qu'elle pense qu'il y a la papauté qui va revenir. Bien sûr que la papauté ne revient pas. Ce sont des institutions jumelles. Il y a ce navire qui représente deux institutions jumelles. Il n'y a pas de papauté dans cette histoire. J'appelle ça des messages contradictoires. Maintenant, nous savons clairement, on peut affirmer sans équivoque que dès le tout début, l'ancien Jeff aurait pu voir, aurait dû comprendre qu'il n'y a pas de papauté qui se lève à la fin du monde. Il n'y a pas de Rome papale qui viendra à la fin du monde, ni de Rome moderne, comme il l'appellerait. Cela n'arriverait pas. Nous aurions dû nous tourner vers les études menées par l'ancienne Thèse qui montreraient que tout tourne autour de l'Amérique. Mais nous ne l'avons pas fait. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas de papauté. Donc, une fois que nous le savons, la question est, qui est la femme? Et c'est là que nous retrouvons nous-mêmes un peu dans un bourbier. Car si nous disons que c'est l'Église, rappelez-vous ce que l'ancienne Thèse a dit, ce n'est pas l'Église. Elle a dit que c'était quoi? La culture. J'ai donc l'Église et la culture. Et nous disons que ce n'est certainement pas la culture. Si je vous demande aujourd'hui, cette femme, est-ce la culture? Est-ce la culture des États-Unis? Est-ce cela, cette femme? Que diriez-vous? Qu'importe si j'ai tort ou si vous avez tort. Dites-moi ce que vous pensez. C'est beaucoup trop vague. Ce n'est pas assez précis. Hélène a dit non. David a dit oui. Non. Donc, j'ai plusieurs noms. Est-ce qu'il y a des oui? Donc, il n'y a plus de oui. Certaines personnes disent oui, d'autres non. Je vais poser une autre question. Qui disons-nous qu'elle est la femme? Alors, la conclusion, le fond plat, c'est quoi? Nous disons que c'est la personne, la femme, et nous disons que cette personne représente le roi du Nord, le roi du Nord. Mais quand on dit c'est une personne,
On dit le roi du pays glorieux. Est-ce que quelqu'un a une objection sur la façon dont je l'ai exprimé? Donc la femme est toujours une personne. Maintenant, nous disons que c'est le roi du pays glorieux. Le pays glorieux, n'est-ce pas la bête? Yes, that's why Oui. sorry, that's why I asked a question about C'est government ce que je voulais poser la question sur le gouvernement, parce que d'un côté, exactement. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer une ligne là. Et je vais dire que c'était Jeff. C'était la dispensation de l'ancien Jeff, au temps de la fin. Est-ce que ça a du monde pour tout le monde? Tous. Donc Reagan est le pape. Reagan est le roi de l'État, du pays glorieux, et le pape. Je vais dire le roi de l'Église. C'est ainsi que Jeff voyait les choses. Vous êtes d'accord? Je vais placer l'ancienne thèse sur la ligne et je ne ferai aucun commentaire sur ce qu'elle a dit ou n'a pas dit. J'espère que c'est juste. Ensuite, je vais dire que c'est nous. Le nous, là, nous parlons de la femme et nous avons dit qu'en fin de compte, que c'est le roi de l'État. Parce que quand nous arrivons à la bête ou à ses rois, nous avons fait un changement dramatique de ce que c'est. Alors, question. Est-ce une personne? Yes. Oh wait, are you saying for? Qui est cette personne? Nous sommes à la boîte de gauche maintenant. Ce n'est pas une personne. Alors, est-ce un parti? Le Parti républicain. J'allais dire c'est un poste. Je vais répondre par la négation. Je vais répondre à ma propre question. Elaine a dit que c'est une place, un poste. Donc, oui, la présidence. Elle l'appelle donc Hélène la présidence. Victoria, as-tu dit quelque chose tout à l'heure et que je t'ai interrompu? Non. I was put on the wrong side. Je mettais du mauvais côté. Je voudrais qu'on voit. Je vais l'appeler une chose. Je ne sais pas comment épeler ce mot. Une chose inanimée. C'est quelque chose qui n'est pas en vie. How did you evolve from person, part, position, presidency? Why did you put X in person? Alors, comment es-tu passé de personne à un poste, à présidence? J'ai posé la question, est-ce qu'il y avait une personne? Les personnes ont dit c'est pas une personne et j'ai mis ce que les gens ont mis. C'est pas un parti, c'est pas une personne. Quelqu'un a dit que c'était la place, une poste, et c'était le poste de la présidence. J'ai juste noté ce que les gens ont dit. Mais de toute façon, je suis d'accord avec ce que les gens ont dit. C'est une position ou un poste, une personne et la présidence. Donc j'ai dit maintenant mes pensées, c'est une chose. Ce que j'aimerais que nous voyions, j'ai nous là,
Nous sommes à la fin du monde. Et si il faut que je dise que Jeff est le premier, Tesla deuxième, nous sommes collectivement le troisième. Ça ne doit pas vous surprendre, j'espère. Nous avons été contraints de voir les choses d'une façon très différente. Donc l'ancien Jeff utilise un modèle tiré directement du cinquième royaume et nous utilisons un modèle et nous utilisons un modèle qui est pris ou qui va être appliqué au septième royaume. Et le modèle est très différent. Je veux que nous le voyions. Parce que sans Apocalypse 17, il devient vraiment difficile de voir ce qu'est le roi à la fin du monde, ce qu'est la femme à la fin du monde. Ça devient très difficile à voir ce qu'ils sont. Premièrement, il faut les séparer. Il faut les mettre dans les boîtes de sable. Et ensuite, il faut comprendre ce qui a été enseigné dans le passé. Je mets l'ancien Jeff là. J'aurais pu mettre Ellen White. Ensuite, nous avons sauté le travail de l'ancien Tess pour une bonne raison. Puis, nous sommes arrivés à nous. Nous sommes passés donc du premier au troisième. Et dans le monde dans lequel nous vivons, d'après les informations que nous avons reçues du deuxième, nous savons qu'il n'y a pas de papauté, qu'il n'y a pas de culture. C'est une personne. Et cette personne a un point de vue, une perspective, a sa propre culture. Mais il s'agit d'une personne individuelle, le roi du Nord. Et si vous faites cela, alors quand on arrive au côté gauche, qui est la bête, le roi, ça devient quelque chose de très différent de ce que nous avions dans le passé. Et nous ne pouvons que le comprendre, je pense, qu'à partir d'Apocalypse 17. Peut-être que quelqu'un aurait pu le faire à partir d'un autre chapitre, mais je pense qu'il aurait dû continuer à puiser dans le chapitre 17 pour y parvenir. Mais avec uniquement le chapitre 17, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Tout est contenu dans ce chapitre. Vous pouvez tout y trouver. C'est ma suggestion, ma proposition. Nous avons dépassé le temps déjà et je voudrais simplement résumer. Nous avons commencé à discuter des questions d'hier qui parlaient de le cycle électoral de 2028 et nous avons pris le temps de dessiner pour montrer qu'il y a 3 fins du sixième royaume, mais aussi 3 commencements du septième royaume. Ces 3 versions sont vraies. Si on peut, ils nous disent, ces 3 récits, leur propre version de la vérité. On aurait pu remonter des décennies en arrière, remonter jusqu'en 1798. On aurait pu remonter jusqu'en 1989. Parce que là aussi, on passait le 6e et le 7e royaume. Ils auraient raconté quelque chose de différent en 2028, si on y parvient, si les choses fonctionnent encore, avec un certain degré de normalité, je pense que nous devrions voter, même si le 6e royaume n'est pas là, même si nous ne votons pas pour le 6e royaume, quoi qu'il ait à sa place. Cela ressemblera beaucoup au 6e royaume.
même s'il comporte de nombreux défauts. Voilà donc la première partie de notre conversation. Puis nous avons commencé à parler d'Apocalypse 17. Nous avons posé la question pourquoi nous concentrons sur Apocalypse 17. C'est parce que ce chapitre sépare. Si je l'appelais le 7e royaume, il prend le 7e royaume et le divise en deux parties. La bête et la femme. Et il le fait durant toute la ligne de l'histoire, quelle que soit la période à laquelle on remonte, même s'il ne le décrit pas dans toutes les dispensations antérieures. Nous sommes donc partis de là pour discuter de ces deux institutions, si on peut les appeler ainsi. Nous les avons compartimentés. J'ai donné divers symboles. J'ai donné bête, roi, fer, pied, la partie en fer. Pour la femme, j'ai fait une femme. J'ai dit une femme, c'est la partie en argile du pied. Donc on a fait tout ça. Et ensuite, j'ai parlé de 3 personnes. J'ai parlé de l'ancien Jeff, l'ancienne Tess et j'ai parlé de nous. Nous sommes un groupe de personnes. J'ai expliqué le point de vue de l'ancien Jeff et pourquoi il est parvenu à ses conclusions. C'était en raison de la méthodologie qu'il utilisait, et j'ajouterais aussi sur la façon dont l'histoire s'est déverrouillée pour nous. Et ce n'est pas simplement des idées ésotériques qu'il avait tirées de la grande controverse. Il pouvait le voir par lui-même, comme nous le pouvions aussi, si nous étions courants à l'époque. Il y avait vraiment un homme réel qui s'appelait Reagan et autre homme réel qui s'appelait Jean-Paul, et qu'ils étaient tous deux des dirigeants de 2 institutions puissantes, et ils se sont réunis pour accomplir une mission. Tout cela était bien réel. Et nous le voyons, et nous devions nous demander qu'est-ce que c'est là? Et si ça accomplissait ou pas la prophétie, et l'ancien Jeff, lui, il le croyait. Et il s'appliquait sur les anciennes règles et la méthodologie. Donc répondez à cette question pour vous-même. Pour moi, je pense que ça répondait. Et ensuite, l'ancienne Tess est venue et a dit, OK, tout cela c'est beau, mais il y a des failles. Et ça doit être corrigé, il y a des lacunes. Et elle les a corrigées. Puis après, il est question de nous. On a pris le travail de nos 2 prédécesseurs et nous disposons maintenant d'un modèle très sophistiqué. Et lorsque nous examinons aujourd'hui Apocalypse 17, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas vraiment de l'Église, de la culture américaine, mais il s'agit réellement de cette personne. Et cette personne, elle a un culte de la personnalité, quelqu'un qui a une personnalité magnétique, qui a une mission très focalisée. Cette personne est le roi du Nord. Et c'est un modèle complètement différent, je le comprends. Et cette personne est le président des États-Unis. Cet être humain est le président Trump, nous l'avons déjà expliqué. Et lui-même est le dirigeant, le chef, le roi d'un État. Et cela semble être en contradiction avec tout ce que nous aurions compris par le passé. C'est pourquoi il a été si difficile par le passé de s'en rendre compte. Et puis quand on arrive à la gauche, cela nous pose un gros problème. À savoir que tous nos modèles passés, nos concepts ne fonctionnent plus. Que ce royaume et ce roi ne peuvent plus être considérés comme ils l'étaient par le passé. Nous devrions avoir une explication très différente de ce que ces choses représentent aujourd'hui. Et nos modèles actuels indiquent qu'il s'agit d'un objet inanimé. Pas même un objet en réalité, mais plutôt un rôle ou une fonction. Et quelqu'un a dit qu'il s'agissait en fait de la présidence. C'est le titre que cet être humain à droite de notre écran remplit. C'est le titre qu'il obtient. Le titre du président ou le titre de la présidence.
comme nous l'avons décrit de différentes manières. Nous l'avons décrit comme étant le bureau ovale ou le boulot de la présidence ou la chaise sur laquelle il s'assoit. Il y a un modèle, c'est un modèle très différent ou un concept très différent de ce à quoi ressemblait ce qui est enseigné dans le passé par rapport à la bête. Et j'espère que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Ça sera donc une rencontre internationale et j'attends de vous voir avec impatience. Je vous souhaite une bonne semaine. Dieu saint, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde. Je tiens à te remercier pour le sacrifice, le grand sacrifice que l'ancien Jeff a fait pour nous, ainsi que le sacrifice que l'ancienne Tess a fait pour nous aussi. Sans leur clairvoyance, leur dévouement, leur engagement, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous savons que nous n'avons pas de personne en particulier à admirer, mais nous comprenons que collectivement, en tant qu'institution, nous représentons désormais ton royaume ici sur terre, que nous ne comptons pas sur une seule personne pour nous enseigner la vérité, mais que nous travaillons collectivement. Nous te remercions pour cette évolution, pour ce don que tu nous as accordé. Nous te remercions d'avoir pu déchiffrer le code d'Apocalypse 17. Nous avons pu déchiffrer correctement les symboles et le modèle que nous avons actuellement repose sur l'intégrité et il est bâti sur des fondations solides. Merci pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. I'll hand you back over to our host.